Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de ce journal. En ce mois d'octobre rose, le centre hospitalier Princesse Grace a présenté le Breast Day Center, un parcours qui veut simplifier les examens nécessaires au diagnostic du cancer du sein. Nous en parlerons dans quelques instants avec Mathieu Liberator, le chef de service échographie-scénologie du CHPG. Comment sensibiliser la jeune génération à la protection de l'environnement? Eh bien en l'impliquant dès son plus jeune âge. Des élèves de la Principauté se sont vus confier une portion du littoral pour l'étudier, une aire marine éducative aux nombreux objectifs. La mer, c'est leur domaine. Les membres de l'Organisation hydrographique internationale se réunissaient en conseil cette semaine. Geneviève Béchard, présidente du conseil de l'OHI, sera notre invitée pour tout nous dire sur les enjeux d'un tel rassemblement. Et puis à la fin de ce journal, nous évoquerons la prochaine rencontre des basketteurs de la Roca Team en Euroleague. Ils affrontent les Grecs du Panathinaikos demain soir. Mais avant de développer ces titres, ces images tournées à Èze ce matin, la princesse Charlène a visité le refuge L'Abri de la SPA de Monaco. L'épouse du prince Albert II a notamment pu rencontrer et échanger avec le personnel de l'organisation. Elle est également allée au contact des pensionnaires du refuge. Très concernée par la cause animale, la princesse Charlène est devenue récemment la présidente de la SPA de Monaco. Elle était d'ailleurs présente aux côtés du souverain en septembre dernier pour poser la première pierre du chantier du refuge qui se situera dans les hauteurs de Monaco à Peille. À l'issue de sa visite, la princesse Charlène a offert et financé personnellement de la nourriture et autres accessoires pour le bien-être des animaux, comme vous pouvez l'apercevoir à l'image. Parlons santé à présent. Vous le savez, ce mois d'octobre est dédié à la prévention et la sensibilisation au cancer du sein. Il représente plus du tiers de l'ensemble des nouveaux cas de cancer chez la femme. Afin de simplifier les examens nécessaires au diagnostic, le centre hospitalier Princesse Grace vient de mettre en place le Breast Day Center. De quoi s'agit-il? À qui s'adresse-t-il? Pour le savoir, nous sommes avec le chef de service échographie-scénologie du CHPG. Bonsoir Mathieu Liberator. Bonsoir Amélie. Présentez-nous le Breast Day Center. Comment ça marche? Donc le Breast Day Center, c'est un nouveau service qu'on essaye de mettre à la disposition des patients du centre hospitalier Princesse Grace. Il s'agit d'essayer d'organiser, de coordonner la consultation avec un certain nombre de professionnels spécialisés dans la scénologie, donc dans la prise en charge des problématiques du sein et en particulier du cancer du sein, d'essayer de coordonner tout ça sur des délais courts. Vous savez que souvent, quand il y a le diagnostic, la découverte d'une lésion, il peut se passer un certain temps entre le début de la prise en charge d'une patiente, la réalisation d'une biopsie, les résultats d'une biopsie, la consultation avec un certain nombre de spécialistes et le moment où la patiente commence son traitement. Donc le but, c'est de vraiment essayer de raccourcir tous ces délais et d'optimiser la prise en charge. Oui, simplifier les examens, une journée, un parcours et un diagnostic, c'est ça? Exactement. Alors, il y a deux types de parcours. Il y a le parcours diagnostic. Quand le diagnostic n'est pas encore posé, donc la patiente va se présenter ici dans la pièce où je suis, éventuellement avoir un examen d'imagerie complet si elle ne l'a pas eu, avoir un complément si elle en a déjà eu et qu'il manque une partie, éventuellement la biopsie, tout ça dans le même jour, donc tout ça sur le même délai de consultation, sur le même créneau de consultation, en essayant d'avoir des délais de consultation courts, et ceci permettant d'avoir un diagnostic dans la journée, ou quasiment dans la journée, en tout cas des présomptions de diagnostic assez fortes. Et l'idée, si le diagnostic est confirmé, c'est que la patiente se représente la semaine suivante, cette fois-ci dans un parcours d'accueil thérapeutique où elle va avoir là aussi différentes consultations avec des spécialistes, mais qui vont lui présenter quel va être le schéma de son parcours de soins. Donc c'est vrai qu'en général, il y a une prise en charge chirurgicale, il peut y avoir des traitements complémentaires avec le radiothérapeute, avec l'oncologue, mais tout ça d'essayer de raccourcir les temps un peu entre les différentes étapes, tout ça au bénéfice de la patiente. À qui s'adresse ce parcours, docteur? Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas confondre ça avec le dépistage organisé, où les patientes n'ont pas en général de caractère d'urgence, donc on peut se permettre d'avoir 2-3 mois de délai d'attente. On est dans des surveillances régulières. Là, ça s'adresse particulièrement
soit à des patientes donc, qui ont déjà un diagnostic établi et qui veulent un deuxième avis, qui veulent un avis sur leur prise en charge, soit des patientes qui ont une urgence, c'est-à-dire qu'elles vont sentir quelque chose, ou le médecin qui les suit a senti quelque chose, ou elles ont des examens qui disent qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement normal et pour lequel il faut poursuivre les investigations. Donc on est dans un cadre particulier qui concerne certaines patientes et qui peuvent être parfois un peu faire un petit peu du nomadisme parce qu'elles ne trouvent pas vraiment l'interlocuteur qui répond à leurs questions. Et donc l'idée, c'est d'avoir tous les professionnels médicaux et paramédicaux spécialisés dans la prise en charge du cancer du sein qui soient à leur disposition. En ce mois d'Octobre Rose, docteur, est-ce que vous pouvez nous rappeler les signes qui doivent nous alerter? Les patientes, on est dans un secteur géographique où en général elles sont bien suivies, elles sont examinées par leur médecin traitant, par leur gynécologue. Mais rien ne remplace l'autopalpation. Et le cas échéant, si elles sentent effectivement la moindre chose, d'en parler à ce moment-là à leur médecin traitant. Après, ce sont des douleurs évidemment dans la poitrine qui peuvent alerter. Quelque chose effectivement aussi au niveau du creux axillaire. Quand on sent une petite tuméfaction aussi au niveau du creux axillaire, il faut en parler à son médecin traitant. Et puis on le rappelle, le dépistage augmente les chances de guérison. Alors évidemment, on est grâce à ce dépistage maintenant qui a lieu depuis des décennies, on a atteint des taux de guérison au-dessus de 90% dans la pathologie du cancer du sein. Mais 10% à peu près des cancers du sein qui sont diagnostiqués chaque année concernent des patientes jeunes qui ont moins de 40 ans et qui ne sont pas forcément encore rentrées dans le dépistage organisé qui concerne, vous savez, à Monaco, les patientes à partir de 50 ans. Donc pour ces patientes qui ont parfois 30, 35, en tout cas moins de 40 ans ou 45 ans, mais en tout cas qui n'ont pas les mammographies encore dans leurs examens réguliers, l'autopalpation, l'auto-examen et l'examen clinique par les médecins traitants, c'est la clé d'une bonne prise en charge et d'un bon pronostic de la maladie. Eh bien, merci beaucoup Mathieu Liberator d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info à l'occasion du lancement du Breast Day Center. Merci. Merci beaucoup. Les conseillers du commerce extérieur de la France organisent jusqu'à demain le mondial des CCE au Grimaldi Forum, un événement qui se tient tous les 2 ans et qui réunit des chefs d'entreprise, des partenaires institutionnels ou des pouvoirs publics. Parmi les représentants monégasques, le Monaco Economic Board et une 50aine de sociétés implantées en principauté. Frédéric Ginta est lui intervenu lors d'une table ronde intitulée « Je m'inspire ». Et j'innove. Je vous propose d'écouter le délégué interministériel chargé de la transition numérique. Il est au micro de Frédéric Elion. J'ai partagé effectivement les enjeux de la mobilité à Monaco, le fait les 50 000 personnes qui viennent travailler tous les jours, le fait que pour nous c'est un sujet crucial, le fait que ça motive aussi notre attractivité, que le gouvernement princier travaille énormément sur ces sujets-là, notamment le département de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme, avec diverses expériences. Et donc c'était aussi important sur ces sujets centraux de la mobilité verte, de partager avec l'écosystème français les ambitions de la principauté, en lien évidemment avec les ambitions du prince souverain en termes de développement durable. Est-ce que c'est aussi une occasion de créer des business, de nouer des contacts pour justement de futurs projets, on va dire, avec la France et des sociétés françaises? Absolument, parce qu'à Monaco, notamment grâce à nos résidents, grâce aux investisseurs, nous avons du talent, nous avons des capitaux, nous avons une capacité à attirer les meilleurs mondiaux. Et en même temps, il y a un écosystème extrêmement dynamique avec la French Tech dans la région PACA et ailleurs. Et je pense qu'on a tout à fait intérêt à se retrouver, à échanger et à gagner ensemble entre Monaco et la France. Et c'est exactement ça que j'étais venu partager avec aujourd'hui l'ensemble des 1000 conseillers du commerce extérieur français. Dans le reste de l'actualité, 4 nouveaux ambassadeurs ont remis leur lettre de créance ce matin au prince Albert II. L'ambassadeur du Malawi a été la première à se présenter au palais princier. Elle a débuté sa carrière dans la recherche et l'agriculture avant d'intégrer le gouvernement de son pays en 2005. Naomi Nguera a été suivie de l'ambassadeur d'Irlande, Niall Burgess, qui a notamment été consul d'Irlande à New York en 2007. Alberto Maverengue Augusto, présentant le Mozambique, a lui remis aussi ses lettres de créance au prince souverain. Il est également ambassadeur auprès de la France depuis 2018. Et enfin, dernier ambassadeur accrédité auprès de la principauté, Caroline
Bill Kay de la Nouvelle-Zélande qui a débuté sa carrière dans la diplomatie en 1985. Nul doute que la préservation de l'environnement a été évoquée lors des différents entretiens entre le prince et ses nouveaux ambassadeurs. C'est en effet un sujet qui nous concerne tous, les plus grands comme les plus petits. Depuis quelques années déjà, la jeune génération est sensibilisée à l'importance de protéger notre planète, mais aussi mieux connaître le monde marin. Illustration ce soir avec le lancement de l'aire marine éducative 5e du nom, réalisé en collaboration avec l'Association monégasque pour la protection de la nature. Un reportage signé Fabien Bonilla et Lionel Bernardi. Ils sont en 7e à l'école Saint-Charles et viennent de participer à la journée de lancement de l'aire marine éducative. Ce concept permet à des élèves et leurs enseignants de gérer une zone maritime littorale, ici entre autres la digue flottante. Cette démarche pédagogique a pour but de sensibiliser le jeune public à la protection du milieu marin. L'idée, qui vient de Polynésie française, a été reprise par l'association monégasque pour la protection de la nature il y a 5 ans. Ça permet chaque année à une nouvelle classe de CM2 de gérer une partie de la zone littorale monégasque et ils deviennent, ça devient leur maison et pour cette maison ils mettent en place à minima une action de préservation. Donc à eux de voir un petit peu ce qui les intéresse le plus. A priori cette année ils s'orientent vers la préservation des cétacés. Toute la journée de jeudi, ces élèves ont participé à des ateliers concernant cette aire marine éducative, une thématique qu'ils reverront tout au long de l'année. Là aujourd'hui c'était vraiment la découverte du site, de manière à ce qu'ils voient un petit peu toute la partie marine, mais aussi la partie activité humaine, puisque les deux sont liés. À partir de là, donc, des intervenants vont leur présenter notamment les membres du secrétariat permanent de la COBAMS et de Pélagos, vont leur présenter diverses espèces, les problématiques liées à ces espèces en Méditerranée. Et puis beaucoup de monde va les aider pour que petit à petit ils prennent conscience de l'intérêt de préserver le milieu et en particulier ce milieu-là avec les baleines et dauphins qu'ils aiment tant. J'ai appris qu'on avait une aire protégée, qu'il fallait qu'on protège et que donc on devait faire attention. Aussi, il ne faut pas jeter plein de mégots dans l'eau parce que ça peut polluer et ça peut faire mourir les animaux. Moi, ce que j'ai appris beaucoup, c'est que y avait beaucoup d'animaux dans la mer et qu'il fallait les protéger. On apprend beaucoup de choses sur la nature, sur les cétacés et sur la mer aussi. Ces jeunes doivent d'ores et déjà se retrousser les manches. Ils sont les décideurs de demain et ils ont déjà le regard tourné vers l'avenir. La mer, c'est son domaine. Le saviez-vous? Le Bureau hydrographique international a été fondé il y a plus de 100 ans par le prince Albert Ier. Le trisaïeul du prince souverain était d'ailleurs l'une des figures qui a porté cette collaboration entre les États pour mieux connaître et cartographier les mers et océans. Depuis, les études se poursuivent, notamment au travers des travaux de l'Organisation hydrographique internationale basée à Monaco. Les membres du Conseil viennent d'ailleurs de se réunir en principauté. Pour nous éclairer, nous recevons ce soir la présidente de ce Conseil. Bonsoir Geneviève Béchard. Bonsoir. Pour bien saisir l'importance d'une telle réunion, pouvez-vous nous expliquer les contours de ce rassemblement? Qui y participe? Cette semaine, c'était le Conseil de l'Organisation hydrographique internationale qui se rassemblait ici même à Monaco. Il y avait des représentants de 30 pays différents pour discuter au fond du programme de l'OHI des 3 dernières années en vue de nous préparer pour l'Assemblée de l'OHI qui aura lieu ici à Monaco au mois de mai. Vous l'avez justement dit, c'est un petit peu un préambule à l'Assemblée générale qui se tiendra en mai 2023. C'était une rencontre pour vraiment préparer l'Assemblée et une rencontre particulièrement importante parce que nous sommes en pleine transformation numérique et nous sommes à préparer la mise en place de nouveaux standards qui vont permettre de pouvoir utiliser une foule de données pour aider à la sécurité de la navigation. Et comme c'est très complexe comme transformation, c'est important qu'on puisse vraiment prendre compte de qu'est-ce qui se développe au niveau technologique, quels sont les enjeux, pour qu'on puisse aviser l'Assemblée et ensuite prendre des décisions.
Voilà, le jumeau numérique de l'océan a été abordé lors de cette réunion. C'est un thème important, c'est un thème primordial, c'est un thème, on va dire, inévitable pour mieux connaître nos océans et nos mers. Effectivement, le jumeau des océans est considéré comme étant un outil clé qui va nous permettre de vérifier toutes sortes de choses. Les données produites en hydrographie sont des données fondamentales aux modèles qui seront utilisés pour le jumeau des océans parce que ça permet vraiment de cadrer, de donner un cadre pour les autres données qu'on va utiliser dans ces modèles-là. L'autre thème abordé vient d'être approuvé comme action de la décennie des océans de l'ONU, Empowering Women in Hydrography. En quoi consiste ce projet? Alors, nous avons voulu attirer l'attention sur l'importance des femmes dans le domaine d'hydrographie. Nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas assez de femmes dans des postes décisionnels et ensuite, dans certaines sortes d'emplois reliés à l'hydrographie, il y a pas assez de femmes qui sont présentes, que ce soit au niveau de travaux de terrain, etc. Et donc, nous avons parti ce programme-là d'abord pour augmenter, pour sensibiliser la communauté hydrographique à ce problème et mettre en place des opportunités pour les femmes qui aimeraient explorer les carrières en hydrographie et aussi offrir aux femmes des possibilités d'observer des leaders en action, de faire des ponts avec des gens qui ont des postes de leadership et essentiellement prendre le goût à la gouvernance. Geneviève Béchard, le siège de l'OHI est ici même en principauté. C'est une place stratégique pour l'organisation. Son histoire est liée à Monaco. Effectivement, le prince Albert Ier avait un intérêt et un amour profond pour les océans et il avait invité l'organisation hydrographique, lorsqu'elle a été fondée en 1921, à venir s'installer ici à Monaco et l'OHI est à Monaco depuis ce temps-là. Et je sais que nous apprécions énormément cette collaboration et cette collaboration, mais aussi cet intérêt profond qu'il a pour l'hydrographie et la science des océans. Eh bien, merci beaucoup Geneviève Béchard d'avoir été avec nous ce soir. On le rappelle, vous êtes la présidente du conseil de l'OHI. Merci beaucoup. Merci. Du sport à présent, après une défaite concédée face au Maccabi Tel Aviv mardi en Euroleague, la Roca Team cherche à se relancer face au Panathinaikos. À Athènes, les Monégasques devront faire attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs commises face aux Israéliens. Présentation de la rencontre avec Yannick Debever sur des images de Pierre Marsal et Thomas Deus. Avant de repartir au combat vendredi face au Panathinaikos, la Roca Team doit d'abord digérer sa première défaite de la saison concédée sur le terrain du Maccabi Tel Aviv. Au-delà du résultat, c'est la manière qui a causé des maux de tête au coach Obradovic. Les Monégasques étaient largement supérieurs à leurs adversaires comptant jusqu'à 19 points d'avance avant de s'écrouler et finalement perdre de 8 points. Une défaite qui sonne comme une piqûre de rappel. La Roca Team ne peut se reposer sur ses lauriers. We have to have always the level, the way we lose, or also the way we win the games, here. So we cannot go under level. On a pu voir deux visages face au Maccabi. Et là, vraiment, essayer de régulier et garder le bon visage quand du match et être prêt parce que ça va être la même ambiance, la même atmosphère et il va falloir être prêt pendant 40 minutes. Le Panathinaikos, emmené par l'ancien monégasque Paris Lee, est de retour dans sa salle après un déplacement compliqué à Berlin. Les Grecs sont revenus les valises bien pleines avec une défaite de 29 points face à l'Alba ce mercredi. Côté Monaco, la première défaite de la saison n'a pas ébranlé la confiance d'un collectif soudé. We're still positive. We're very confident. Just one of those weird games for us, man. We're kind of still early in the year. We're going to figure some things out. But no, we're still very confident, still believe in what we're doing, what Coach Sasha wants us to do, and we still believe in each other as teammates. Rebondir, voilà l'objectif de la Roca Team pour son match face au Panathinaikos vendredi. Le coup d'envoi sera donné à 20 h. Et vous pourrez suivre cette rencontre en direct sur Monaco Info.
Le Monaco Disease Power a organisé hier une soirée de gala au Yacht Club de Monaco. Une soirée en présence notamment du prince Albert II qui a été accueillie par Muriel Nathalie Laure, présidente de l'association. Tout au long de l'année, Monaco Disease Power soutient les jeunes souffrant de handicap mental ou d'autisme à travers ses différentes actions. La grève s'essouffle, mais se poursuit dans plusieurs raffineries françaises. Ceci provoque, comme vous le savez, une pénurie de carburant. Pour faire face à cette situation, des mesures ont été prises par le gouvernement princier. La station-service Romano Énergie, située boulevard Charles III, sera fermée au public de 5h30 à 7h30 et de 19h à 21h. Ces créneaux seront désormais réservés aux véhicules prioritaires afin qu'ils puissent poursuivre leur activité. Et puis à la veille des vacances scolaires, le réseau Entre Parents organise une animation autour d'Halloween. Il vous donne rendez-vous demain à 17h devant l'Académie monégasque de la mer pour la fameuse chasse aux bonbons. Le dress code est bien évidemment basé sur le thème d'Halloween. Attention, si les animations sont gratuites, la réservation reste obligatoire. Faisons le point à présent sur vos prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de demain, Vanessa Dessy ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Eh bien, le ciel risque d'être couvert durant la journée. Les températures seront légèrement en baisse, mais resteront très agréables. Elles iront de 18 à 21 degrés. Le soleil se lèvera à 7h50 et se couchera à 18h39. Et nous fêterons les Célines. Merci Vanessa et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en images avec les photos de Michael Alési qui a assisté au lancement de l'aire marine éducative ou quand les enfants s'engagent pour la préservation de l'environnement. Excellente soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.